donc avec maître Laurent Franck Liénart, avocat du policier Florian M. Je rappelle que Florian M, auteur du tir qui a tué Nahel Merzouk en juin 2023 à Nanterre, sera donc jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et la Cour d'appel de Versailles a décidé ce matin la requalification des faits à l'encontre du policier. Dans un premier temps, les juges d'instruction avaient ordonné le renvoi du fonctionnaire auteur du tir devant la cour d'assises pour meurtre. Et la Cour d'appel donc n'a pas suivi les juges d'instruction quant à l'intention d'homicide. Alors c'est extrêmement important puisque dans un premier cas, il aurait été jugé par une cour d'assises populaire, un jury populaire, et là, il sera jugé par des magistrats professionnels. Merci d'être avec nous, Laurent Franck Liénart. Je trouvais que c'était une bonne décision, en tout cas une bonne nouvelle pour le policier Florian M, que de ne pas être traduit pour meurtre. Est-ce que j'avais raison de me réjouir pour lui ? Alors sur le plan des principes, c'est vrai que c'était très infamant d'être jugé pour meurtre et évidemment mon client il souhaitait être jugé pour des coups mortels et pas pour meurtre, puisque il disait j'ai jamais voulu le tuer, et ça il le disait dès le départ. Le problème, c'est que cette incrimination de meurtre entraînait un jury populaire, l'incrimination de coups mortels, donc de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ça entraîne la comparution devant une juridiction qui est composée de magistrats professionnels seulement, ils sont 5, et cette juridiction va être beaucoup moins encline à acquitter le policier que ne le serait un jury populaire. Et c'est le problème. Pourquoi vous dites ça ? Alors, vous ne savez pas qui est dans un jury populaire ? Alors, dans un jury populaire, nous avons des gens qui font partie de la société civile et qui font preuve de bon sens. Dans une juridiction, nous n'avons pas de gens qui font preuve de bon sens. Nous avons des gens qui, d'abord, sont soumis à une hiérarchie, qui sont soumis à la pression, très nettement, la pression qui peut être de toute forme, y compris la pression politique, et on le voit dans cet arrêt qui a été rendu ce matin, parce que c'est une décision qui est intéressante, qui est intelligente, qui reprend l'ensemble de nos arguments. Mais elle décide de renvoyer ce policier alors que, fondamentalement, le non-lieu s'imposait. Ce policier, il ne devrait pas être jugé. Parce que j'ai envie de lui dire pourquoi vous aviez fait appel, pour avoir le non-lieu. Pour avoir le non-lieu, bien sûr. Oui. Pour avoir le non-lieu. Mais alors c'est peut-être une erreur que vous avez faite de faire appel. Pas le moins du monde, puisque la Cour d'appel... Si vous n'êtes pas content de cet appel... La Cour d'appel me dit que j'ai raison sur tout, mais que je n'ai pas pris en considération un élément, un seul élément, c'est l'impact psychologique qu'aurait eu un tir dans le capot qui aurait certainement empêché Nahel Merzouk de redémarrer. Voilà, on en est là. C'est le seul argument de la Cour d'appel, puisque la Cour d'appel disait, enfin, les juges d'instruction me disaient, il n'y avait pas de nécessité de tirer dans l'habitacle, puisque vous pouviez tirer dans les pneus et dans le capot. J'ai fourni des expertises automobiles qui démontrent qu'un tir dans le capot ou un tir dans les pneus, ça n'a aucun effet. Et la Cour d'appel de Versailles me dit, vous avez raison, vos expertises, elles ne sont pas dénuées de fondement, vous avez raison, mais si on avait tiré dans le capot, peut-être que Nahel Merzouk aurait eu suffisamment peur et qu'il aurait décidé de ne pas démarrer. Je suis assez d'accord avec vous que ce n'est pas un argument de bon sens. Mais vous analysez donc cette décision de la Cour d'appel comme une décision politique ? Je ne sais pas ce qui a motivé ces magistrats. Combien de magistrats prennent la décision ? 3. 3 magistrats prennent la décision. Je ne sais pas ce qui les motivait. C'est les magistrats devant lesquels vous aviez plaidé ? Oui. Vous les connaissez, ces magistrats ? Oui, je les connais, je les fréquente régulièrement. Vous avez été étonné ? J'ai pas été étonné du tout, je suis pas surpris. Je pense que depuis le départ, on veut que ce policier comparaisse devant une juridiction et on veut le faire condamner. Mais pourquoi ? Depuis le départ. Parce que la vidéo est choquante. La vidéo nous a tous choqués, elle a même choqué mon client. Quand il l'a vue en garde à vue, il a été choqué. Parce que lui, c'est pas ce qu'il a vécu. Donc, cette vidéo, quand on la regarde, elle est très choquante. Objectivement, pour tout homme normalement constitué, cette vidéo est choquante. Mais à partir du moment où elle a été choquante et qu'elle a conduit à des émeutes, il faut une réponse judiciaire. Par principe, il faut une réponse judiciaire. Et donc la réponse judiciaire, c'est obligatoirement une comparution devant une juridiction de jugement. Là, la Cour d'appel de Versailles, elle était obligée de me donner raison sur l'intention homicide, puisque c'était pas possible de le poursuivre pour meurtre. Ça n'avait aucun sens. Les juges d'instruction, d'ailleurs, s'étaient pris les pieds dans le tapis en disant que il résultait de la trajectoire de la balle qu'il avait voulu le tuer, tout en disant que la trajectoire de la balle avait été modifiée par l'avancée de la voiture. Il s'était vraiment pris les pieds dans le tapis. La Cour d'appel
là, ce matin, se prend aussi les pieds dans le tapis, parce qu'elle n'a aucun élément à faire valoir contre nous. Fondamentalement, on a raison. Il y a une autorisation de la loi. Le tir est légitime. Il est parfaitement dans les conditions. Et finalement, pour nous renvoyer, ils nous disent l'impact psychologique qu'aurait eu un tir dans le capot. Voilà. Georges Fenech, qui est ancien magistrat, je le rappelle. Simplement une précision. Vous avez effectivement, aujourd'hui, vous allez comparaître devant une cour criminelle 5 magistrats professionnels. Mais si la décision vous est défavorable, s'ils font appel, ils vont aller devant une cour composée, cette fois, d'un jury. Donc, au bout du compte... Au bout du bout, on aura le jury populaire. Vous aurez le jury populaire, c'est ça qui est important. Sauf si la Cour de cassation, que nous allons saisir, on la saisit demain, sauf si la Cour de cassation dit que cet arrêt n'a aucun sens. Alors, c'est-à-dire que cette cour criminelle de première instance, on l'appelle comment d'ailleurs ? Cour criminelle. Cour criminelle. Composée uniquement de 5 magistrats professionnels. Mais cette cour criminelle... elle existe depuis 3-4 ans. Oui, c'est ça. Même parce que moi, c'est une nouveauté. Moi, j'en étais toujours, pour les crimes, à la cour d'assises. Oui, mais la difficulté que nous avons avec la cour criminelle, c'est que l'acquittement est extrêmement difficile à obtenir. Pourquoi ? Parce que ce sont des magistrats professionnels, comme en correctionnel, qui ont cette habitude de condamnation. Et l'habitude de condamnation fait que ils rejettent très facilement tout ce qui relève du doute, tout ce qui relève de ce type d'appréciation, ils condamnent très facilement. Moi, j'ai le souvenir. Mais c'est intéressant quand même ce que dit Georges, et que vous auriez pu dire aussi, c'est que s'il y a appel, cette fois-ci, on est devant une cour d'assises traditionnelle. Bien sûr, on est devant la cour d'assises. C'est 6 jurys populaires, plus 3 personnes. Alors, il y en a plus en cour d'assises d'appel. Il y a plus de jurés populaires en cour d'assises ? Oui. Combien ? On est sur 15. On est sur 15 jurés populaires. 15 jurés. Non, 15 jurés. 15 jurés, nous sommes donc sur 3 plus 3 plus 12. Bon, on va marquer une pause. Non, c'est pas 12, c'est 9 jurés et 3 magistrats. Ça fait 12 en tout. Oui, ça fait 12 en tout, c'est ça. On est sur 12 en cour d'appel. On va marquer une pause. Je remarque que cette décision déplaît à tout le monde, puisque votre collègue Franck Berton, qui défend la mère de l'adolescent, a dit que cette décision est scandaleuse et honteuse. Je peux vous dire que la mère de Naël est scandalisée, tous les comités de soutien le sont aussi. Je trouve que c'est limite de dire ça, parce que c'est une sorte d'appel à la manifestation. Jusqu'à présent, ils ont fait confiance à la justice, et la Chambre de l'instruction de Versailles confisque le débat qui devait se tenir devant une cour d'assises. Bon, si les avocats pouvaient ne pas en rajouter, ne pas mettre la pression sur l'opinion publique, ça pourrait aussi nous arranger. Il est 16h26, il peut nous répondre, bien sûr, Monsieur Berton, tous les gens que nous citons ont le droit, bien sûr, de nous répondre. On va continuer ce débat, je le trouve vraiment passionnant. D'abord parce qu'on apprend aussi certaines choses sur le fonctionnement de la justice. Ensuite parce que ce que vous dites me fait peur, mais vous n'êtes pas le premier à me faire peur. À chaque fois qu'on parle d'un sujet judiciaire, je me dis, puissais-je échapper jusqu'à la fin de ma vie à la justice. À la justice et au domaine judiciaire, parce que c'est la loterie. 16h20, et je vous rappelle que Florian M, donc le policier, auteur du tir qui a tué Naël Merzouk en juin 2023 à Nanterre, sera jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il y a eu requalification des faits aujourd'hui. J'imagine que vous avez eu votre client Florian M. Oui, tout à fait. Et que vous a-t-il dit ? Il m'a dit qu'il n'était pas surpris, qu'il était déçu, bien sûr, puisque nous attendons. On attend toujours le non-lieu. C'est terrible pour lui. Vous savez que la semaine dernière, dans une affaire exactement similaire qui s'est passée à Nice, un tir mortel aussi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le non-lieu. Et le juge d'instruction avait décidé de renvoyer ce policier devant une cour d'assises, enfin une cour criminelle pour le coup, et la chambre de l'instruction a prononcé le non-lieu en disant qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre. Et nous avons beaucoup de dossiers comme ça, beaucoup de dossiers où le non-lieu est prononcé parce que les policiers ont l'autorisation par la loi de tirer dans ces circonstances. Et dans ce dossier spécifique de M. Merzouk, la justice refuse de prononcer le non-lieu et refuse de lâcher l'étreinte judiciaire qui s'est resserrée sur ce monsieur. On peut rappeler les faits. Le tir intervient combien de temps après que la course-poursuite a commencé ? Pas très longtemps, 6 minutes. C'est 6 minutes de course-poursuite, mais c'est 6 minutes à 116 km/h au maximum, 116 km/h dans les rues de Nanterre, avec un piéton et un cycliste qui ont été frôlés, mais véritablement frôlés. Il y a une vidéo qui est glaçante, c'est celle de cette dame qui passe sur le passage piéton. On l'a pas vue celle-là. Elle est à la disposition de la justice. Elle est dans le dossier d'instruction. Elle s'avance et elle voit la voiture, elle fait demi-tour et elle repart. Et entre le moment où elle s'engage sur le passage piéton et le moment où elle repart, il y a 1 seconde.
Donc il y a 6 minutes de course-poursuite, la voiture est immobilisée ou elle s'arrête, à quelle occasion ? Elle est immobilisée il y a un feu et il y a de la circulation, donc la voiture s'arrête derrière les véhicules arrêtés au feu rouge. Les policiers décident de la stopper et décident qu'il ne faut pas qu'elle reparte, parce que si elle repart, il va y avoir un mort, forcément. À 50 mètres de là, il y a un passage piéton, il y a du monde dessus, et au-delà du passage... quelle heure ? Il est 8h30 du matin, et au-delà du passage piéton, il y a la place Nelson Mandela, qui est la place principale de Nanterre, où il y a énormément de circulation de poussettes, de vélos, de jeunes qui vont à l'université. Il y a du monde partout. Et donc les policiers ils disent, là, si elle repart, elle fait un strike. Et c'est l'expression que me dira Florent M. Il me dit, je sais que si la voiture repart, elle fait un strike. Et là, je décide qu'elle ne repart pas. Donc il se met dessus, il se met sur la voiture, il braque le conducteur. Qu'est-ce que vous appelez sur la voiture ? Il monte sur le capot ? Il monte sur le capot. Il monte sur le capot, il braque le conducteur avec son arme de service, il lui dit coupe. Et ce jeune conducteur décide, alors qu'il a un policier monté sur le capot, il décide de repartir, de le pousser. Et là, le policier, il n'a que son arme de service. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il va pas faire des incantations. Donc il est sur le capot lorsqu'il tire ? Non. Si, il est couché sur le capot. Il a un coude dessus. Il est sur le capot. C'est vrai que lorsque on raconte cette histoire, on est étonné que le policier soit poursuivi et on comprend le cheminement de l'action judiciaire. D'abord parce qu'il y avait une prise de parole tout de suite du président de la République qui avait condamné Florian M avant même que des éléments nouveaux soient apportés. Et puis il y avait des émeutes et on a l'analyse qu'on peut faire, c'est que on a eu tellement peur que la France s'embrase qu'il y a eu donc des décisions judiciaires qui ont été prises. Ce qui en dit long quand même sur la justice et ce qui fait craindre le pire pour le futur procès qui aura lieu quand d'ailleurs ? Nous n'avons pas de date. Et à votre avis, ça va être en 2026 ? Je ne sais pas du tout. Là, je ne tiens pas l'agenda de la cour d'assises. Là, c'était la dernière procédure. Parce qu'il va falloir que la Cour de cassation statue. Au moins pour 1 an, 18 mois avant l'audience. On va saisir la Cour de cassation demain, donc il va falloir qu'elle statue sur cet arrêt. Et Florian M, que fait-il aujourd'hui ? Où est-il ? Comment va-t-il ? Mais où est-il ? Ça le regarde. Comment va-t-il aussi ? Mais il est toujours, il travaille. Il travaille. Il manque pas de boulot. Mais il est toujours policier. Il est toujours policier. Il travaille. Il est désarmé. Et là, la cour d'appel. La Cour d'appel ce matin a confirmé le contrôle judiciaire, donc il a l'interdiction de sortir du territoire national, comme s'il allait partir au Guatemala, et il a l'interdiction de port d'armes. Alors il fait quoi ? Eh bien, il fait des tâches administratives. Vous savez, la police, c'est. Non, mais donc il n'est plus sur le terrain, il n'est plus en contact avec du public ? Ah non, il n'est pas en contact avec du public. Sa vie est bouleversée parce que c'est un homme qui a fait combien de journées de prison ? Il a fait 4 mois et demi de détention. Sa vie, elle est totalement bouleversée. Elle est définitivement bouleversée parce qu'on n'en sort pas indemne. Évidemment. Le matin, vous mettez votre uniforme pour aller sauver des gens, et le soir, vous vous retrouvez en prison, et vous y passez 4 mois et demi. Et c'est un homme qui avait des états de service tout à fait remarquables. Exemplaire. Quel gâchis. Exemplaire, qui avait été militaire, il avait été déployé en Afghanistan, il n'avait jamais tiré un coup de feu. Il avait décidé de ne pas tirer sur les gens. Et ce jour-là, il a été obligé. C'est la seule cartouche qu'il a tirée de sa vie de policier et de militaire. Il a toujours dit, je crois, je parle sous votre contrôle, que son tir était, je cite, légitime. Oui, légitime parce que il est dans une contrainte et il a un sang-froid total. Hein. C'est pas un gamin, c'est pas un excité, c'est pas du tout un cow-boy. Il est dans un sang-froid total. Il est sur cette voiture. Il sait que si la voiture part, il va y avoir un mort ou des blessés graves. Sûr. Et donc, il dit en conscience, moi, la seule possibilité que j'ai, c'est de le blesser. Je veux lui faire mal pour qu'il appuie pas sur l'accélérateur. Certains hommes politiques demandent que soit reconnue pour le policier... La présomption de légitime défense. Bon, si cette présomption de légitime défense existait, par exemple, dans ce cas précis, il ne serait pas poursuivi, Florian M ? Si, mais ce serait à l'accusation de prouver qu'il n'était pas en état de légitime défense. Alors c'est une absurdité totale. Hein. La présomption de légitime défense, c'est une absurdité totale. On a l'expérience du 435.1, celui que nous essayons de faire juger là, cet article de 2017 qui donne des nouvelles prérogatives aux policiers. En 2017, sous la pression du mouvement des policiers en colère, les syndicats de police ont voulu reprendre la main. Pour reprendre la main, ils ont vendu
l'harmonisation des régimes juridiques d'usage des armes des gendarmes et des policiers. Le gouvernement est allé là-dedans et nous a promulgué ce magnifique article 435.1 du Code de la sécurité intérieure qui harmonise effectivement les deux régimes et qui donne de nouvelles prérogatives aux policiers, notamment l'autorisation de tirer sur des refus d'obtempérer. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Eh bien, à chaque fois qu'il y avait un refus d'obtempérer, il y avait ouverture du feu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il y a eu une multiplication considérable des poursuites de policiers. Et donc, beaucoup de policiers se sont retrouvés en insécurité juridique du fait de ce nouvel article. Parce qu'il a été vendu comme ouvrant de nouveaux droits, alors qu'en fait... J'ai pas votre interprétation. Alors moi, j'ai cette interprétation. J'ai voté cette loi, hein, je me souviens des débats que nous avions. Moi, je l'ai parce que... Il n'est pas dit dans la loi qu'en cas de refus d'obtempérer, le policier a le droit de faire usage de son arme. Ça n'est pas dit, ça n'est pas l'esprit du législateur. Il ne fait usage de son arme que lorsqu'il est dans l'état de légitime défense ou la défense d'autrui. Non, c'est comme ça que ça a été vendu. Vous comprenez ? Georges, ça a été vendu comme ça et nous avons le 4e cas qui est celui du refus d'obtempérer. C'est spécifiquement prévu. En cas de refus d'obtempérer, avec un risque d'atteinte grave pour les personnes. Grave. Bon, dernière question, parce qu'il est 16h42 et on va libérer M. Liénard ensuite. C'est pas tant une question, c'est juste rappeler le chiffre. 84% des Français sont favorables à ce que les policiers et les gendarmes utilisent leurs armes lorsque leur intégrité physique est menacée. C'était un sondage qu'on avait publié. C'est la loi qui est évident. Si l'intégrité physique c'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, c'est même pas son intégrité physique, c'était pour éviter des morts. C'était pour éviter des morts. Dernière question, pour protéger, à ce moment-là, si vous trouvez que cette loi serait inutile, qu'est-ce qu'il faudrait pour protéger Florian M pour qu'il ne passe pas devant une cour criminelle ou qu'il ne soit même pas inquiété? Alors pour protéger mon client, il faut que la Cour de cassation remette un peu d'ordre dans tout ça. Là, nous sommes d'accord dans le cas d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il y aurait une loi qui permettrait que les policiers ne soient pas bien sûr, mais c'est pas une loi qui doit prévoir quoi que ce soit. Il faut changer le recrutement des magistrats. Voilà. Et pour le jugement de ces dossiers qui sont très techniques, il faut une juridiction spécialisée. Il faut des magistrats qui savent de quoi ils parlent. D'accord. Tout simplement. Moi, si j'étais président de la République, ce qui n'arrivera jamais, je pense qu'on ne juge pas à 25 ans, on ne juge pas à 30 ans, on ne juge pas à 35 ans, on ne juge pas non plus à 40 ans. Pour moi, cette fonction de juge passe par un certain état d'esprit, par le temps qui passe, par la patte humaine. On s'était déjà posé la question, souvenez-vous, pour Outreau, Pascal. Oui. C'était un juge qui était très jeune à l'époque pour Outreau. Vous vouliez dire quelque chose, Georges? Non, mais Isabelle, je vous en prie. Non, mais c'est ce que je veux juste ajouter ça. Non, mais soyez pas vexés non plus. Non, mais j'arrive pas à développer. La réussite à un concours administratif vous donne dans votre poche un permis de juger. C'est ça qui est terrible. Sans aucune expérience de la vie. Ce qui m'est arrivé, puisqu'à 24 ans, j'étais procureur de la République. Je n'avais aucune expérience de la vie. Voyez-vous ? Et donc, vous avez une situation unique au monde. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, vous devenez magistrat après 15 ans de barreau, de police, etc. Nous, on sort de la fac, vous sortez du cocon familial, vous réussissez un concours parce que vous êtes doué aux études, et vous vous retrouvez avec un permis de juger. Et c'est tout à fait Vous avez parfaitement raison, et c'est vrai que il peut y avoir des motivations secrètes pour faire ces métiers-là qui me paraissent qu'on peut interroger. Voilà, on va le dire comme ça. Merci Monsieur Liénard. Et puis on a souvent parlé de Florian M. On a essayé. Alors bien sûr que c'est un drame, et bien sûr qu'il faut penser à Annel Merzouk, bien sûr qu'il faut penser à sa mère, et que tout cela est un drame. Mais ce policier a été pris dans quelque chose qu'il n'avait pas choisi. Il a été, je trouve, une victime. Bien sûr, Annel Merzouk est une victime puisqu'il est mort. Mais ce policier, j'y ai souvent pensé, et je pense à lui et aussi à tous ceux qui sont sur le terrain et qui attendent sans doute ce procès avec beaucoup d'impatience, d'intérêt pour voir ce qu'il en ressortira.